Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dorian Solaire qui n'a pas moins comme mission dans sa vie que d'aider les entreprises, les entrepreneurs à oser faire ce qu'ils n'ont jamais fait et à oser avoir de l'audace. Salut Dorian, comment tu vas? Écoute, je vais super bien. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ben moi, je vais très bien et si je t'ai invité, c'est parce qu'en fait, je t'ai croisé plusieurs fois sur LinkedIn, hein, un réseau qu'on fréquente pas mal, toi et moi, et j'ai trouvé ça hyper intéressant déjà de parler d'audace parce que je t'avoue que moi, c'est un mot que j'utilise quasiment jamais, d'accord? Mais c'est pas grave et surtout, tu parles aussi de résilience. Ça, en revanche, je te le confie juste un peu avant, c'est un mot que j'ai trouvé, bullshit pendant des années et je ne supportais même plus, tout le monde qui l'employait, mais je l'ai, revisité et redécouvert, récemment lorsque j'ai écrit mon livre et en fait, c'est ça qui m'a donné envie, de te faire venir au micro de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler de ce savant mélange entre audace et résilience et surtout, comment cela nous aide à développer nos entreprises. Écoute, avec grand plaisir. Ravi de pouvoir en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner une définition assez simple, rapide? C'est quoi l'audace? C'est quoi la résilience? Alors déjà, l'audace, ça peut se définir en un mot, c'est oser. Oser, et c'est pour ça que j'ai ce message que je porte à travers les différentes activités que je porte. Le livre notamment que j'ai appelé Osons les difficultés. Pour moi, l'audace, c'est la capacité que va avoir quelqu'un à oser faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc, pas forcément ne pas avoir peur, mais être courageux et donc agir malgré la peur. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, comme tu le dis, c'est un peu bullshit, c'est un peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. La résilience, c'est la capacité que l'on va avoir à transcender une difficulté, c'est-à-dire à transformer quelque chose qui aurait pu être traumatique en quelque chose de beau, voire d'exceptionnel pour soi et pour le monde qui nous entoure. C'est dans quelque chose qu'on désirerait tous, en fait. Alors c'est vrai, dans mon esprit, la résilience, c'était le fait de face à des difficultés ou qu'on connaît tous à différents niveaux, c'était de, malgré tout, retrouver son état de stabilité, voire même d'amélioration. Toi, ce que tu nous décris, c'est quand même quelque chose d'encore mieux que ça. Je sais pas si c'est mieux, je pense qu'en fait, ça dépend des difficultés que l'on vit, parce qu'en réalité, la résilience, ça peut s'appliquer à plein de situations du quotidien. C'est-à-dire, demain, je suis entrepreneur, j'ai besoin de prendre mon téléphone, d'appeler quelqu'un, de le prospecter. Ça me demande de faire preuve de résilience parce que ça me met dans un état de stress qui est complexe. Et donc, ça peut me mettre face à une difficulté que j'ai pas l'habitude de gérer. Pour moi, il y a ça. Et puis, il y a les résiliences qui sont plus axées sur des événements de vie qui sont très, très complexes, voire traumatiques. Et c'est moi, cette résilience dont je parle quand je dis transcender un événement difficile pour en faire quelque chose de beau, voire d'exceptionnel. Parce que je pense que c'est à partir de nos plus grosses blessures que l'on peut construire les plus belles choses dans notre vie. Tu as parlé d'audace et tu as dit l'audace, c'est oser faire des choses qu'on n'a jamais faites et oser les faire même si on a peur. Donc, première idée reçue, les gens audacieux ont aussi peur. La peur est aussi une émotion qu'ils ressentent. Ça n'empêche pas, on peut oser faire quelque chose en ayant peur. La différence, c'est que en ayant de l'audace, on va accepter cette peur et y aller quand même. Donc, ce que je vais te poser, du coup, Dorian, comme question, c'est est-ce que ça veut dire qu'avoir de l'audace, c'est avoir une plus grande acceptation du risque et de l'échec? Moi, je pense que c'est plus que ça. C'est se dire que tu trouves une forme d'excitation dans la possibilité d'échouer. Parce qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui, dans la vie, tout est équilibre. Je crois en l'équilibre de toute chose. Et donc, je crois aussi que dans la vie, ce sur quoi ce qui peut t'impacter à un moment peut se transformer. C'est pour ça que je parlais de résilience. Et c'est exactement pareil avec l'audace. Je pense que quand tu oses faire quelque chose de nouveau, euh, l'audace, c'est pas ne pas avoir peur, justement. Et c'est souvent galvaudé aujourd'hui parce que tu vois, on parle souvent de confiance en soi. On a souvent cette impression que la confiance en soi, c'est la personne qui a peur de rien, qui est à l'aise à l'idée de tout faire. Alors que pour moi, je dis beaucoup que la confiance, c'est pas j'ai pas peur, tu vois. C'est j'ai peur, je l'accepte, j'accepte ma peur, je la vis, je me dis que potentiellement je vais échouer, mais face à ça, j'agis malgré la peur. Et pour moi, c'est l'idée d'être audacieux, c'est pas de gagner en confiance en soi, c'est pas d'être parce que souvent c'est décrit comme une finalité la confiance en soi, mais l'idée c'est d'être courageux pour agir malgré la peur, donc passer à l'action, gagner de la confiance en soi et devenir de plus en plus audacieux dans la vie.
J'aime beaucoup, le passer à l'action. C'est quelque chose, auquel on croit beaucoup chez mes marketing expérience. D'ailleurs, c'est aussi notre mission, c'est d'aider nos clients à passer à l'action. C'est très bien de se poser des questions, c'est super d'avoir une stratégie, c'est super d'avoir un plan d'action, mais si tu fais pas l'étape d'après de vraiment passer à l'action, il se passera pas grand-chose, il y a pas de magie. Moi, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'on s'écoute, on se dit: «C'est super, avoir de l'audace, OK, ça veut pas dire qu'on n'a pas peur». Mais malgré tout, on va quand même ressentir cela. Donc, est-ce que tu aurais des conseils, peut-être cultiver son audace et sa résilience? Comment on fait pour, augmenter est-ce qu'on peut le faire grandir? Est-ce que c'est quelque chose qui grandit? Parce que tu m'as dit un truc intéressant, tu m'as dit, heu, ton niveau de croissance est proportionnel à ta capacité de résilience. Moi, je trouve ça génial et sincèrement, je suis hyper d'accord avec toi. La capacité de résilience, va déterminer ta faculté à développer, mais aussi à faire durer ton entreprise. C'est pas juste de la développer, c'est vraiment l'aspect dans la durée. Comment tu dirais, toi, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour muscler ça? Alors, je vais te répondre juste pour introduire là-dessus. Je trouve qu'il y a une anecdote qui est parlante. Je suis tombé récemment sur un reportage sur Arte qui justement étudiait les gens face à des phobies, face à des peurs. Et en fait, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que les gens qui étaient plus résilients, en fait, ils avaient une capacité à se mettre plus facilement en danger que la moyenne. Et donc, en fait, ils développaient une zone de leur cerveau en capacité de mieux gérer le chaos. Que c'est cette zone qui prenait en charge la difficulté, tu vois, presque. Donc, C'est hyper intéressant. Si tu retrouves le documentaire, hein, on le mettra en description, ça peut intéresser des gens. carrément, je trouve c'est Arte, c'est un documentaire sur les phobies. Donc, juste, je parle de ça pour introduire ce que je vais te dire. Après, moi, il y a 3 astuces que je donne toujours pour être plus audacieux. La première, c'est d'apprendre à être précis. Précis sur l'action que tu as envie de mener. Parce que plus tu es flou, plus ça va être difficile de passer à l'action. La précision, c'est par exemple, je prends toujours l'analogie du jeu de fléchettes. Quand tu joues au jeu de fléchettes, au départ, la difficulté, tu sais, c'est d'envoyer la flèche qu'elle se plante dans la cible. Mais en réalité, c'est pas ça qui va te faire gagner la partie quand tu joues au jeu de fléchettes. C'est d'apprendre à viser une partie bien spécifique de la cible. Et c'est en faisant ça que tu vas te rapprocher de la victoire. Avec l'audace, c'est exactement la même chose. Plus tu es précis sur ce que tu as envie de mener, plus tu as de chances de passer à l'action. Deuxième ingrédient qui est primordial, c'est de concevoir son action, son processus d'action en étapes. Comme le permis de conduire. Pareil, même analogie, le permis de conduire, si le moniteur te disait au début, le premier jour, allez, on va s'entraîner à passer le permis de conduire, tu serais flippé et c'est normal. Ce qui te rend Et tu le accessible, raterais. tu le raterais, tu vois. Ce qui te rend accessible le processus, c'est que tu le découpes, que le premier jour, tu passes la première, la deuxième, puis le deuxième jour, tu vas apprendre à passer la troisième, puis le troisième jour, tu vas aller dans la circulation, puis après, tu vas tu vas apprendre à regarder les rétroviseurs, mettre les clignotants, aller sur l'autoroute. Tu vas faire tout ça en même temps. Et ça va rendre le processus acceptable pour ton mental, et donc tu vas pouvoir gagner confiance en toi. Et la troisième chose, entraîne les gens à répéter les actions qu'ils ont besoin de répéter pour grandir. Parce qu'il n'y a rien de plus pragmatique que la répétition pour gagner de la confiance en soi et devenir audacieux. Et quand tu prends les plus grands sportifs de haut niveau, que ce soit par exemple Léon Marchand, qui est l'athlète qui a le plus performé aux Jeux Olympiques, quand tu l'écoutes, il passe 4 heures par jour dans un bassin. Donc 4 heures par jour, il faut savoir que c'est énorme parce que c'est équivaut à courir 6 ou 7 heures par jour et à faire 10 heures de vélo. Il passe 4 heures par jour dans un bassin, ça fait 28 heures par semaine, 110 heures par mois et 1300 heures par an pour être performant 2 minutes le jour J. Donc, tu vois, pour moi, c'est les 3 ingrédients qui sont fondamentaux si tu veux devenir quelqu'un d'audacieux, c'est d'apprendre à être précis, d'apprendre à concevoir tes objectifs en étapes et être en capacité de répéter les actions qui sont importantes pour toi. Moi, ce que je retiens et ce que je trouve, génial et j'abonde dans ton sens, complètement, pour le coup, c'est qu'il y a pas de magie. En fait, tout le monde déjà, tout le monde peut être audacieux, d'accord? Oui. On a tous les moyens de l'être et surtout, tu démystifies complètement le processus. C'est-à-dire que non, on l'est pas du jour au lendemain. Oui, ça s'apprend, et oui, il y a du travail, en fait et j'aime beaucoup surtout le dernier point que tu as abordé. Alors je sais plus comment tu l'as appelé, mais c'est le fait, en fait, l'entraînement. C'est de beaucoup s'entraîner et ben, c'est vrai pour tout. Tout ce qu'on commence on en parlait un petit peu juste avant, de commencer. Je confiais que j'allais donner ma première conférence et du coup, toi, tu en as déjà fait plein, alors je te demandais des conseils et je te disais: «Je sais que la première, elle sera bien, mais ce sera pas la meilleure».
Mais je m'entraîne beaucoup par contre, voilà. Donc entraînez-vous, que ce soit, prendre la parole sur un podcast, que ce soit, démarcher, à faire des appels téléphoniques s'il le faut, que peu importe ce qu'on entreprend qui nous demande cet effort, eh bien oui, ça demande du travail et de la répétition. Donc merci Dorian d'avoir vraiment fait la lumière et d'avoir insisté sur ce point. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on nous vend un petit peu du succès facile et du coup, plus on nous vend du succès facile et plus on a peur de l'échec. C'est un peu le problème et donc moins on est audacieux. J'ai vraiment cette impression, en fait. Plus on nous vend du succès facile, moins les autres, beaucoup de gens osent, parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'eux, ils vont rater et que tout le monde y arrive facilement. Alors que non, en fait. Bah, c'est clair. Ben, t'imagines en même temps la perception que ça fait pour ton esprit quand on te vend des réussites à c'est facile de faire 10 000 € par mois, ou c'est facile d'écrire un livre, ou c'est facile D'atteindre son premier million ou les 10 millions. la parole en public. Si toi, tu es à un état d'avancement qui te paraît loin de ça, c'est hyper compliqué. Et donc, c'est normal que dans la perception des gens, parfois, on se dise, ah, mais il vaut mieux que j'y aille pas parce que c'est trop risqué, ou en tout cas, le gap est trop grand entre là où j'en suis et là où je veux aller. Et c'est pour ça que je dis apprendre à être précis. Quand je dis apprendre à être précis, c'est pas juste apprendre à être précis sur une action. C'est apprendre à être précis sur l'endroit où je veux évoluer. C'est pas la même chose de dire, je veux m'améliorer dans ma capacité à raconter des histoires, que de dire je veux progresser en communication. De dire je veux progresser en communication, c'est ultra large, C'est vague, ouais. hyper vague, tu vois. Et donc pour l'esprit, c'est compliqué de passer à l'action. Alors que si tu dis je veux développer ma capacité à raconter des histoires pour captiver l'attention, mais là c'est beaucoup plus accessible. Et donc c'est beaucoup plus facile d'enclencher le processus derrière, d'y aller étape par étape et de répéter pour devenir plus audacieux. Et ça, c'est intéressant, quel que soit le domaine, où tu veux des résultats. Ça peut être, au niveau managérial, ça peut être, au niveau, marketing, ça peut être au niveau des ventes, ça peut être dans plein de domaines de l'entrepreneuriat, des problématiques de dirigeants. C'est oui, je veux, être audacieux, je veux faire face aussi à des difficultés, mais OK, quelles difficultés et quels résultats je veux atteindre et où est-ce que je veux précisément m'améliorer? Tu vois, par exemple, quand, j'entends, «Je veux améliorer le résultat de mon entreprise», si on pose quelque chose de comptable, tu as 1000 façons d'améliorer un résultat. Tu peux augmenter le chiffre d'affaires, tu peux réduire les charges, tu peux améliorer ton résultat net, il y a plein de façons donc choisis ton combat, en fait, c'est un peu ça. Bon, exactement. Et c'est vraiment cette idée de la pratique délibérée. En sport de haut niveau, la pratique délibérée, c'est l'idée que, en fait, tu vas tellement décomposer ta pratique en micro-étapes que tu vas pouvoir travailler ces micro-étapes et t'entraîner dessus. Donc, on revient à cette clé, à l'entraînement. Et tu vas tellement la décomposer qu'en fait, ta pratique, l'endroit où tu veux évoluer, ça va être une succession, par exemple, de 10, 15, 20, 40 éléments que tu vas pouvoir travailler individuellement pour progresser. Et en fait, si tu veux, pour le cerveau, c'est beaucoup plus accessible. Et surtout, du coup, émotionnellement, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre quand tu prends un micro pas que quand tu dois faire un pas de géant, quoi. Faisons des pas de géant et des petits pas. Tu vois, tu me fais une transition, toute trouvée. Tu disais tout à l'heure, il faut être précis. Là, tu nous dis, il faut décomposer, toutes les étapes en fait, pour y arriver et tous les maillons qui t'aident à augmenter, ta performance ou à avoir de l'audace. Est-ce que, dans la vie quotidienne d'un dirigeant, et on le sait en général, il y a beaucoup de choses, hein, il y a pas qu'une seule tâche à exécuter, il y a des équipes, il y a des objectifs. Est-ce que, est-ce qu'il y a des clés, notamment organisationnelles, pour y arriver? Oui, il y a des clés organisationnelles. Moi, tu vois, en fait, ce que tu évoques, pour moi, ça me fait penser un peu à l'idée de procrastination. En fait, pourquoi la procrastination? Parce que il y a un moment donné, l'être humain, quand il est confronté à une montagne, quand organisationnellement il n'y arrive plus, eh ben forcément il va reporter au lendemain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Je plaide coupable. Tout le monde, tout le monde, on est humain et c'est une réaction qui est complètement normale, j'ai envie de te dire. Maintenant, comment tu peux remédier à ça? C'est ça qui est intéressant, c'est que je dis toujours dans mes conférences, l'idée va être de réduire la friction. Réduire la friction, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que tu vas avoir, c'est comment, par rapport à là où je suis aujourd'hui et là où je veux aller demain, je réduis le nombre d'étapes, je réduis le processus pour que ce soit le plus facilement possible, enfin, que ce soit le plus accessible possible. Que l'action que j'ai envie de mener, elle soit la plus réalisable possible en me demandant le moins d'énergie possible. Prenons par exemple un exemple concret de l'entrepreneur, la prospection.
La prospection, c'est le truc le plus chiant qu'il y a à faire. Enfin, pour beaucoup, tu vois, c'est ça. C'est souvent un point de friction, justement. C'est un point de friction, ça fait peur. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est quand au départ, t'as pas travaillé tout ce processus, que tu l'as pas décomposé. Par exemple, si déjà tu commences par te dire, OK, la prospection, les premières étapes, ça va être déjà de constituer un fichier avec la cible que je vise. Dans ce fichier, je vais y remplir les gens que j'ai envie de contacter avec potentiellement leur mail, leur profil LinkedIn, peut-être leur numéro de téléphone, etc. Je fais ça. Moi, je suis allé plus loin que ça. Je me suis dit, vu que c'est le truc le plus désagréable que j'ai à faire, comment je peux faire en sorte de réduire la pression? Mais je me suis dit, sur mon ordi, quand je vais l'ouvrir, ça va être le premier fichier que je vois sur mon bureau. C'est-à-dire qu'en fait, pour m'y Je ne mettre, devrais même pas l'ouvrir, il sera déjà là. ouais, j'ai un double clic à faire et je peux m'y mettre. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre, tu vois. Et souvent, moi, je raconte cette anecdote que Google a mis en place dans son entreprise, que je trouve fascinante. Google, en fait, c'est une entreprise où il fait bon vivre. Tu sais, tu as plein d'avantages. Tu as la garderie, tu as des horaires aménagés, tu as la cafétéria qui est à volonté. Et en fait, ils se sont rendus compte que sur la cafétéria à volonté, ce qui se passait, c'est que il y avait un taux d'obésité dans l'entreprise qui était grandissant et que que ça a impacté directement l'entreprise. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour réduire ça, ils n'ont pas essayé de motiver les troupes, ils n'ont pas essayé d'éduquer les troupes, ils ont simplement réduit la friction, ils ont réorganisé la cantine et ce qu'ils ont fait pour ça, c'est ils l'ont fermé pendant 2 jours sans rien dire à personne. Et en fait, quand ils ont réouvert, ils avaient tout réorganisé, c'est-à-dire que les aliments les moins sains, ils les avaient mis sous les tables, en hauteur, sous des cloches opaques pour que, en fait, l'être humain n'ait pas envie de Les gens les voient pas. ouais, que ce soit plus dur de le consommer. Et à l'inverse, les aliments les plus sains, ils les avaient mis à hauteur, là où c'est le plus facile de les prendre. Ils les avaient mis sous des luminaires qui donnaient envie d'être consommés. Et en fait, ils avaient réduit la friction entre le fait de enfin, l'envie de bien consommer et et le fait de le faire, tu vois, de bien consommer. Et donc, en fait, ils ont réduit la friction et en faisant ça, en quelques mois, ils ont réduit la consommation calorique dans leur cafétéria. Intéressant. Oui, non, ils ont vraiment réduit, la friction et donc dans la vie, alors moi j'ai bien aimé ton exemple du fichier. Hem, Est-ce que du coup, tu dirais quand même qu'il faut un peu de discipline? De toute façon, après, c'est ce qui prend le relais pour faire en sorte que ton organisation devienne ce qu'on appelle une routine. Et là, du coup, je reparle de sport de haut niveau parce que ça me passionne et que c'est duplicable au monde de l'entreprise. Au départ, tu détermines une organisation qui réduit au maximum ta friction. Donc là, déjà, normalement, ça vient moins impacter en fait ton quotidien et c'est plus facile de t'y mettre. Et après, tu crées ce qu'on appelle des routines. Donc, c'est des habitudes de performance qui vont faire en sorte que au quotidien, enfin, quand je dis au quotidien, c'est même à l'année, tu réalises ces actions. Par exemple, tu vas dire, ben, je sais pas moi, ma prospection, je vais la faire tous les mardis matins de 8h30 à 9h30. Ma comptabilité, je vais la faire tous les vendredis de 11h à midi. Et en fait, après, tu crées des routines, des habitudes, et c'est le mélange des deux entre l'organisation de départ, réduire la friction, et l'habitude que tu vas créer, qui va créer une performance. Moi, ce que j'entends, hein, c'est qu'avoir de l'audace, en fait, ça se travaille, ça se prépare, il y a des outils, ça s'improvise pas tellement. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est un croisement parfait entre un état d'esprit de, allez, je vais y aller. Je vais oser un peu me mettre dans l'inconfort. Je vais oser un peu me faire mal aussi, si je peux dire, pour aller faire quelque chose que j'ai jamais fait, parce que dans tous les cas, ça sera inconfortable. Mais ce truc-là, je vais le mixer avec des choses ultra pragmatiques, comme réduire la friction, comme s'organiser, comme créer des habitudes. Et c'est le mélange des deux qui va faire que je vais avancer, je pense, 10, 15, 20 fois plus rapidement que la moyenne. Alors j'ai de l'audace, j'ose enfin faire accomplir mes projets, mes rêves, développer mon entreprise, prendre des risques parce que clairement, avoir une entreprise, peu importe la taille de l'entreprise, j'ai envie de te dire, c'est prendre des risques, plus ou moins grands, mais tous les jours. Mais une fois que j'ai osé et que je prends des risques, on est d'accord que, bah, je vais rencontrer des difficultés. Celui ou celle qui vient et qui débarque dans la pièce en me disant: «Moi, jamais, tout a toujours, roulé comme sur des roulettes, jamais, je me suis laissée décourager, jamais, j'ai eu une grosse tuile, un gros client qui part». Enfin, on le sait, hein, ça arrive, enfin, ça peut arriver à tout le monde, un employé, qui colle sa dème au moment le plus inopportun, voilà, ça arrive et parfois, pour parler avec beaucoup de dirigeants, il y en a quand même beaucoup qui te disent: «Des fois, j'ai eu envie de plaquer. Des fois, j'en ai eu marre, des fois, j'en ai marre, des fois, je me dis, je préférais retourner salarié». Donc ça, tu te dis:
tu as besoin quand même d'avoir un shoot de résilience pour continuer malgré tout. Est-ce que tu aurais des... Alors, je te demande pas de nous faire un plan d'action là tout de suite, mais qu'est-ce qui fait qu'on va cultiver, entretenir et peut-être même développer sa résilience? Parce que honnêtement, il y en a qui le sont plus que d'autres, on le voit quand même, hein. Ouais, je pense que déjà, les gens qui sont plus résilients dans leur activité, c'est des gens qui ont un why. Alors, c'est un truc un peu, peut-être qu'on peut entendre beaucoup, mais je pense que je peux te le développer de façon plus précise après, mais qui ont un why qui est plus puissant. Parce que tu vois, moi, ça m'arrive ce genre de phrase. Je vais pas, pourtant, je suis hyper épanoui dans ce que je fais. Je kiffe ce que je fais au quotidien. Et il y a encore des moments où je me dis, mais pourquoi je fais ça, quoi? Enfin, c'est dur. Euh, Alors, je prends des je, risques. parenthèse, moi, ça fait bientôt 15 ans et ça peut encore m'arriver, hein. Donc, c'est pas quelque chose qui s'arrête avec le temps, hein. Mais c'est ça, exactement. Il y a toujours ce moment où je me dis, je me rappelle pourquoi j'ai commencé. C'est quoi ma mission, tu vois? Et moi, c'est ça que je dirais à quelqu'un, trouve ta mission. La mission de ta boîte, c'est quoi? Mais tu vois, il faut que ça te donne les frissons, ta vision. Je parle pas d'une mission écrite qui fait bien juste marketing. Je parle d'un truc qui donne du sens à qui tu es, toi, profondément. Et moi, tu vois, là, rien de le dire, tu vois, ça me touche de dire, moi, ma mission, c'est d'oser les gens, si on prend de façon plus globale, c'est de permettre aux gens d'oser les difficultés, d'oser vivre une vie sans regret. C'est vraiment une des clés déjà à avoir pour, à un moment donné, anticiper les moments qui vont être plus down et où tu vas devoir faire preuve de plus de résilience. Maintenant, comment tu fais preuve de résilience? Je pense qu'il n'y a pas une recette miracle, mais que chacun est différent. Il n'y a pas une recette universelle du succès, il n'y a pas une recette universelle de la réussite, mais c'est un peu comme un pâtissier, tu vois. Je pense que déjà, l'important, c'est bien de connaître c'est quoi ton fonctionnement, c'est quoi qui, qu'est-ce que ça vient chercher, tu vois. Parce que chaque difficulté est différente, il y a les difficultés que tu choisis, celles dans lesquelles tu t'embarques. Finalement, l'entrepreneuriat en est une parce que tu as choisi d'être là. Et puis, il y a les difficultés de la vie qui te tombent dessus, que tu n'as pas choisi, que tu ne maîtrises pas, et donc qui sont beaucoup plus complexes à gérer. Donc, je pense qu'il n'y a pas une recette, mais il y a plusieurs façons de faire, et que l'idée, c'est vraiment d'apprendre à bien se connaître pour être en conscience de qu'est-ce que ça réveille chez moi pour pouvoir mieux le gérer derrière. Non, moi, j'ai fait pas mal de recherches sur la résilience en entreprise, la résilience organisationnelle dans le cadre de l'écriture de Homo Entrepreneurus, parce que ben, il se trouve que une des clés de survie de Sapiens, c'est sa résilience supérieure aux autres espèces humaines. Et ce qui était apparu en complément de ce que tu dis, mais ça va dans le sens, c'est que c'est qu'en fait la résilience, elle est aussi portée et soutenue par ton entourage, mais pas ton entourage, ta famille forcément, mais par les réseaux, les liens que tu vas créer avec les autres. Et c'est pour ça notamment que on sait que les entreprises familiales, avec un actionnariat familial, sont plus résilientes que les autres parce qu'elles ont certaines caractéristiques, et ça c'est hyper intéressant, de mieux développer leur réseau, d'avoir des relations plus authentiques avec leurs partenaires, donc ce qui leur permet d'être plus résilientes, de pouvoir s'appuyer sur la communauté. La communauté, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, où c'est des personnes qui vont forcément acheter, ça peut être juste une communauté de soutien. Et il y a également le fait d'être plus stable, c'est-à-dire de moins subir en permanence des changements internes, de subir ceux en externe parce que bah, ça, tout le monde les subit, mais que eux-mêmes ont, on va dire, quelque chose de plus stable, ce qui pourrait arriver à dire qu'en tant qu'individu, plus tu arrives à avoir un socle stable toi-même, plus tu vas pouvoir être résilient. Et si tu l'es pas à la base, bah, tu vas pouvoir le développer au-delà de toi avec ton entourage. Et pareil, je vais pas faire tout le résumé de cette partie du livre, mais j'avais trouvé ça, ce que tu dis est hyper juste. Mais moi, je voulais juste le compléter avec ça. C'est que oui, c'est possible de développer et de cultiver la résilience de son entreprise, notamment la résilience organisationnelle également. Ça peut être de la redondance aussi, de dire, bon, ok, je peux avoir une tuile, quel est le plan B, tu vois? Pas toujours avoir qu'un seul plan A. Ça, on le voit des fois. Mais tu vois aussi, on revient à ce qu'on disait au tout départ, que je trouve que la résilience, ça se travaille comme un muscle. Finalement, c'est valable aussi au niveau organisationnel. Plus tu développes Plus tu un prends des mindset, chocs. voilà, c'est ça. Plus tu développes un mindset où tu oses, plus tu développes un mindset où tu vas te confronter finalement à une forme de difficulté, plus quand elles arrivent, t'es branché pour les gérer, si tu veux. On pourrait aussi se dire que l'audace, c'est une ressource qu'on a en nous, mais qu'on n'est pas obligé de l'utiliser à tout moment, en fait. Qu'on peut aussi savoir cycliquement l'utiliser plus qu'à d'autres moments pour stabiliser. Tu vois. Mais j'aime beaucoup cette idée, moi. C'est une ressource. Maintenant, on peut appuyer sur l'accélérateur ou pas. Exactement, mais
toutes les qualités sont des ressources. Être très stratégique, c'est une super ressource, mais c'est pas valable tout le temps parce que si tu passes ton temps à faire de la stratégie mais que tu passes pas à l'action, mais en fait, À qui parle dessus? voilà, l'idée, tu le disais tout à l'heure. À l'inverse, si tu es un bourrin d'action mais que tu prends jamais le temps de T'as pas de réfléchir, stratégie, ouais. bah c'est Tu pas risques de passer à côté. voilà exactement. Donc moi j'aime beaucoup cette idée que tu évoques que en fait on a des ressources et que l'idée c'est de les activer au bon moment. Et d'ailleurs, j'avais interviewé un jour un athlète de haut niveau qui est champion olympique enfin champion d'Europe, champion du monde dans son sport au handball. Et il me disait que en l'espace de 5 minutes, il était capable d'activer chez lui deux formes de ressources. Tu vois, quand il était en attaque, il me disait, j'étais dans cette idée de vouloir manger l'autre, tu vois, de le bouffer en duel. Et à l'inverse, quand il était en défense, il disait qu'il était beaucoup plus dans une énergie à réfléchir, à s'imbriquer dans un collectif pour faire en sorte que l'adversaire ne passe pas, etc. Tu vois. Donc c'est hyper intéressant de se dire que c'est même à l'échelle de 10-15 minutes qu'on peut avoir besoin de ressources complètement différentes. On va bientôt clôturer cet épisode. Moi, j'aurais voulu te poser une dernière question. On le sait, en ce moment, on est en février 2025. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que ce sera encore valable quelques mois. Et on est dans une période qu'on qualifie de forte incertitude. On est quand même dans une période qui est assez mouvementée. Beaucoup de dirigeants sont en état, on va dire, inquiétude ou incertitude. Voilà, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour cultiver son audace et sa résilience dans une période où, en fait, chroniquement, beaucoup ont peur? Dans ces moments-là, je dirais, regarde-toi, regarde ce que tu as envie de faire, regarde ce que tu as envie de créer et ne te soucie pas du reste. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre en considération son environnement, qu'à un moment donné, il faut pas aussi, voilà, être un peu plus dans la stratégie, mais j'aurais envie de dire, regarde ce que tu as vraiment envie de faire, va chercher en toi ce que tu as vraiment envie d'accomplir et tu verras que ça ira, quoi. Moi, je trouve intéressant ce que tu dis sur, en période d'incertitude, savoir qui on est, qui on veut être, quel est son positionnement pour aller encore plus chercher son marché. Déjà, c'est l'opportunité de se poser ces questions-là, c'est l'opportunité d'agir là-dessus parce que non seulement ça va nous donner des réponses sur là où on veut aller, mais c'est surtout un signe très fort pour rassurer son marché parce qu'on le sait, les acheteurs détestent encore plus l'incertitude que vous, hein. Dites-vous bien que si vous aimez pas en tant que dirigeant vos acheteurs, ils aiment encore moins. Et savoir affirmer l'identité de son entreprise, son ADN, son positionnement, c'est un moyen d'être extrêmement rassurant pour sa cible. Donc ne pas hésiter à faire ce travail-là. Nous, c'est un travail sur lequel on intervient énormément auprès des entreprises, justement sur leur positionnement et ça fait partie des recommandations pour, d'ailleurs des stratégies marketing 2025 sur affirmer votre positionnement. Si c'est un peu flou, bah, retravaillez-le parce que plus que jamais, il va falloir être nickel là-dessus et hyper clair. Donc, je te rejoins complètement, Dorian, sur ce message. Un grand merci, Dorian, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé tes conseils et puis aussi ta vision sur l'audace et la résilience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête. C'est pas quelque chose avec lequel on est à la naissance. C'est quelque chose qu'on développe pour soi-même et pour son entreprise. Et j'ai envie de dire même qu'on véhicule à ses collaborateurs si vous en avez. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous. Je pense que c'est un épisode qui sera extrêmement utile pour tous les dirigeants et décideurs qui nous écoutent. Dorian, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on te trouve? Sur LinkedIn, c'est sûr. Ouais, un peu partout sur LinkedIn, donc Dorian Solaire. J'ai un compte Instagram, Facebook, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast qui s'appelle Osons les difficultés. J'ai un livre qui s'appelle Osons les difficultés. Et puis après, sur les conférences publiques et en entreprise, sur ces thématiques-là. Ce que je te propose, c'est que tu me donnes les liens et puis on les met en description de l'épisode. Super. Merci beaucoup, Dorian. Merci à toi, c'était vraiment un grand plaisir. Et pour tout le monde, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.